Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre magazine C'est la santé. C'est une pathologie peu connue qui touche pourtant près d'une femme sur 10. L'endométriose, beaucoup d'entre elles en sont atteintes sans même le savoir. Les symptômes, fatigue, règles très douloureuses ou difficultés à uriner ne sont parfois pas prises au sérieux et le diagnostic arrive tard. Pourtant, il existe des traitements et les avancées sont importantes. C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Le professeur Léon Moubli, chef de service gynécologie obstétrique à l'hôpital Nord. Le professeur Stéphane Berda, chirurgien digestif au sein de ce même établissement. Et une patiente traitée pour endométriose, Sylvie Ross. Alors bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour. Professeur Moubli, les patientes sont parfois pas prises au sérieux parce que ça paraît normal d'avoir mal pendant ces règles? Exactement. Alors s'il y a quelque chose à retenir d'emblée, c'est que pour une femme, c'est pas normal d'avoir mal pendant ses règles. Il y a cette espèce de fatalité dans laquelle on élève un certain nombre de préadolescentes et d'adolescentes. Et si on apprenait au public que c'est une symptomatologie à prendre en compte, on pourrait probablement diagnostiquer cette maladie à un stade plus précoce. Oui, parce que c'est une maladie douloureuse mais invisible. C'est une maladie complètement invisible, oui, effectivement, complètement invisible. Alors on peut peut-être voir, pour expliquer en quoi ça consiste, une image, une coupe de l'appareil génital féminin. Donc là où se manifeste l'endométriose, l'endomètre. Ce qu'on voit là, c'est une coupe de l'appareil génital féminin. La définition de l'endométriose, c'est des cellules de l'endomètre situées en dehors de leur situation normale. L'endomètre, c'est la muqueuse qu'on voit en rouge à l'intérieur de l'utérus, cette espèce de triangle. C'est cette muqueuse qui est éliminée au moment des règles. Et dans l'endométriose, sans qu'on sache exactement pourquoi, des petits fragments de cette muqueuse vont se localiser ailleurs. Et ailleurs, ça peut être sur les ovaires, en donnant des kystes. Ça peut être... Ça, c'est le cas d'une autre image qu'on a justement d'une endométriose ovarienne qu'on peut voir également à l'écran. Donc c'est ça, des kystes qui peuvent se manifester. Ça peut être sur la membrane qui recouvre l'ensemble des viscères du petit bassin, qu'on appelle le péritoine. Et malheureusement, ça peut aussi atteindre des vaisseaux, des viscères, des organes du petit bassin, à savoir le rectum et ou la vessie. Alors finalement, on ne distingue plus trop les organes entre eux? Finalement, dans les formes les plus importantes, il y a presque une pathologie tumorale qui s'installe et qui intéresse à la fois l'utérus, mais aussi les organes de voisinage et en particulier le rectum. Alors on l'a dit, beaucoup de femmes en sont atteintes, 10 à 15% entre 25 et 44 ans, et aussi de nombreuses femmes infertiles, près de la moitié d'entre elles. On ne parle pas de cancer pour autant pour cette maladie? Absolument pas, pourtant c'est une maladie qui y ressemble, mais en aucun cas il ne faut avoir peur du cancer. La cancérisation éventuellement de l'endométriose est, je dirais, nulle ou exceptionnelle, on va dire plutôt nulle. Donc il faut bien différencier les choses. Cependant, il s'agit en fait de tumeurs, certes bénignes, mais de tumeurs quand même qui évoluent comme telles, c'est-à-dire qui grossissent, qui envahissent les organes de voisinage et qu'il faut parfois enlever comme une tumeur avec des exérèses parfois mutilantes. Et pourquoi on ne parle pas de cancer? Parce que c'est bénin? Parce que par définition, ce sont des lésions qui se situent à des endroits déterminés, comme vient de le dire M. Moubli, mais qui ne donnent pas des lésions fines, qui ne donnent pas de métastases, qui ne se multiplient pas telle une tumeur cancéreuse. Sylvie Ross, vous êtes atteinte d'endométriose, une endométriose rectale. Quand est-ce qu'on vous l'a diagnostiquée? En mars 2012, après des douleurs, j'ai passé une IRM et là, le diagnostic est tombé. Dans votre cas, est-ce que le diagnostic a été fait assez tôt? Oui, ça a été fait assez tôt, rapidement, puisque j'ai eu les premières douleurs en février. Donc à partir du moment où vous avez été alertée, vous vous êtes dit c'est pas normal, il faut chercher ce que c'est? Voilà. Alors justement, je propose de regarder ce reportage tourné chez vous à Marseille. Sylvie Ross a 40 ans quand le diagnostic tombe. Ce sont les douleurs qui l'alertent. J'ai eu de fortes brûlures qui me faisaient penser à un problème musculaire. Et je suis allée voir mon médecin, il m'a fait passer un scanner qui ne montre rien. Donc après, il m'a dirigée vers ma gynéco qui en fait m'a fait passer une IRM. Et c'est là qu'on a vu, on a décelé l'endométriose rectale. Conclusion, nodule d'endométriose de 20 mm sur la face postérolatérale gauche de l'utérus, sans atteinte digestive et épanchement du cul-de-sac de Douglas. 20 mm, c'est gros? 2 cm. Ouais. Ça fait gros.
Quand j'ai lu la conclusion à ma gynécologue, elle m'a dit « vous n'avez pas fait les choses à moitié ». J'avais l'impression d'être poignardée, que on me rentrait un couteau, que c'était atroce. Après un an de traitements hormonaux, la décision d'opérer est prise. Physiquement, je n'arrivais plus à assumer la douleur, à supporter la douleur. Ça devenait vraiment... ça m'épuisait. La douleur m'épuisait. Le nombre de fois que... pourtant j'ai un caractère fort, mais le nombre de fois que j'ai pleuré en étant aux toilettes, c'est invivable, c'est invivable. J'aurais pas pu tenir plus de toute façon. Difficile pour cette patiente de parler de cette maladie autour de soi, à ses proches ou au travail. Très peu de gens étaient au courant autour de moi de ce que j'avais réellement. Et parce qu'il y avait une certaine pudeur à parler justement de ce problème rectal. Pas d'endométriose, mais où c'était situé, oui, ça me posait problème. J'avais une certaine pudeur par rapport à ça. C'est toute sa vie qui est mise entre parenthèses. Il a fallu que j'arrête le sport, que je ne pouvais plus porter de poids. Il fallait que j'évite le stress parce que dès que j'étais stressée, je me contractais, donc j'avais mal. Et évidemment, des problèmes relationnels dans le couple, puisque pas de rapport. Avec sa fille, âgée de 9 ans aujourd'hui, il a fallu s'adapter. C'était un peu difficile pour elle parce qu'elle savait qu'on ne pouvait rien prévoir, qu'on ne pouvait pas partir en vacances. Elle savait que je ne faisais plus rien avec elle. Je ne pouvais même pas aller l'emmener au parc ou aller promener. C'est son père qui le faisait. 1, 2... Opéré par chirurgie robotique, un fibrome sur le ligament utérin est enlevé. Et peu à peu, Sylvie Ross reprend une vie normale. Bientôt, la réinscription dans un club de sport. Alors Sylvie Ross, est-ce que vous avez eu le temps de vous réinscrire? Non, pas encore. C'est pour bientôt? Oui. Une chance, hein, c'est ça pour cette patiente, d'avoir été diagnostiquée tôt? Oui, tout à fait, parce que pour beaucoup de patientes, c'est un long, voire très long parcours du combattant. Parce que les symptômes sont de divers ordres, que pour beaucoup de femmes, c'est pas obligatoirement pris au sérieux. Et je répète, cette espèce de pseudo-fatalité de douleur de règles qui n'en est pas une, fait qu'on s'y habitue, enfin on s'y habitue sans s'y habituer, parce que pour le grand nombre de patientes qui ont des formes évolutives d'endométriose, il faut des traitements antalgiques majeurs. Et là, au bout d'un moment, on fait les investigations qui sont indispensables avant le traitement. Dans le cas de cette patiente, pourquoi est-ce que l'endométriose a atteint les parois du côlon? Alors, le mécanisme exact, on n'a que des suppositions. Hein. Le mécanisme de constitution de l'endométriose, on pourrait imaginer par exemple que ce soit des cellules qui, au moment des règles, refluent, passent à travers les trompes et aillent se greffer dans les différents endroits du petit bassin. Là, on voit une coupe, par exemple. L'endroit le plus déclive, le plus bas du petit bassin, eh ben, c'est un endroit qui est situé entre la face antérieure du rectum et la face postérieure du col de l'utérus. Donc on pourrait imaginer que c'est ça. En fait, c'est une explication mécanique qui n'est sûrement pas validée complètement. Il y a d'autres mécanismes, notamment immunitaires, qui probablement expliquent ce type de greffe, puisqu'en fait c'est comme une greffe, quoi, des cellules de l'endomètre qui vont se greffer là où on ne les attend pas. Et professeur Berda, des symptômes qui peuvent arriver comme ça du jour au lendemain? Tout à fait, ça peut arriver du jour au lendemain par définition. Cependant, comme vous le disiez tout à l'heure, Madame Ross a de la chance, puisque la plupart, et comme l'a évoqué aussi Monsieur Louis, la plupart de ces patientes ont des longs passés de douleurs qui sont souvent installés parfois dans l'adolescence, enfin en tout cas dans le début de leur vie génitale et qui durent des années. Et Monsieur Louis dit que Madame Ross a eu de la chance. Moi j'ai vu des patientes qui étaient hospitalisées en psychiatrie puisqu'on ne les prenait pas au sérieux et on mettait leur douleur, le vrai malade imaginaire, de leur douleur en doute. Oui, tout à fait, exactement. Et Sylvie Ross, vous, la solution, ça a été le traitement chirurgical alors? Oui, au bout d'1 an et demi. Comme vous le disiez chez vous, vous étiez à bout de toutes ces douleurs, il fallait trouver une solution, le traitement hormonal ne suffisant pas? En fait, ma gynéco m'avait parlé déjà de l'opération que j'avais refusée dans les premiers temps. Et ensuite, après, elle a insisté pour que j'aille voir le professeur Boubli. Et là, l'opération. Pourquoi elle a peur d'être opérée? Oui, la peur de la poche. Oui, c'est ça, parce qu'une poche peut être reposée, professeur Boubli. Voilà, tout à fait. Alors, il faut dire qu'avant d'opérer
on tente souvent un traitement médical et qu'avant de tenter un traitement chirurgical, on réalise un bilan d'imagerie complet parce qu'effectivement, sans rentrer dans les détails tout de suite du type de traitement chirurgical, le principe c'est d'enlever le maximum de ce tissu-là. On l'a dit tout à l'heure, le professeur Berda l'a dit, c'est une tumeur, mais fort heureusement bénigne. Elle n'essaime pas à l'extérieur, mais localement, elle se comporte comme une tumeur. Donc il ne faut pas laisser de cellules endométriosiques en place, et ça peut obliger à faire des traitements qui sont des traitements très lourds. Par exemple, on peut concevoir que pour une femme jeune, enlever la moitié du rectum, c'est quelque chose de très lourd. On les prévient à l'avance que si on est obligé de faire ça, il se peut qu'on soit obligé de faire une dérivation digestive. La poche dont parlent les patientes, on est obligé de leur en parler parce que ça fait partie de l'information. Bien sûr, du post-opératoire, ensuite des conséquences de l'opération. Et pour les femmes, c'est la terreur, ça. Bon, fort heureusement, les techniques actuelles, et on y reviendra sur le robot, qui est un outil assez facilitant pour ça, permettent d'enlever les nodules sans avoir obligatoirement recours à cette dérivation digestive qui effraie beaucoup les patientes. Mais qui est provisoire. Il ne faut pas oublier que cette dérivation digestive, de toute façon, est provisoire. Une poche qui est portée pendant 1-2 mois. Exactement, pendant 2 mois. C'est quand même 2 mois d'épreuve pour les patients et les patientes, en l'occurrence, et c'est clair que atteindre dans leur féminité, évidemment. Exactement, dans leur intégrité physique, et puis on comprend. Même si c'est extrêmement gérable et tout à fait compatible avec une vie normale, il y a malheureusement des jeunes patients qui ont des poches toute leur vie, ce n'est pas le cas de ceux qui ont des endométrioses, évidemment, et qui vivent normalement, mais malgré tout, ça reste un traumatisme, tout à fait. Et pour parler donc de l'opération qu'a subie Sylvie Ross, c'est une opération réalisée par chirurgie robotique. Comment ça s'est passé? Absolument. Et comme disait M. Boubli, la robotique facilite les choses. Globalement, juste avant de parler de la chirurgie, je dirais qu'il faut... L'endométriose, c'est un terme assez global, et quand on commence à aborder le côté chirurgical de l'endométriose, il faut quand même rappeler qu'il y a 2 types d'endométriose globalement. M. Boubli précisera. Il y a des endométrioses qui sont effectivement l'essaimage de cellules, qui ne donnent pas de symptomatologie douloureuse très importante, qui nécessitent parfois un bilan chirurgical, mais pas de chirurgie lourde. Et puis il y a cette endométriose dont vous avez vu les points tout à l'heure sur le schéma, sur la coupe, les petits points blancs qui peuvent se nicher partout, et particulièrement dans ce côté déclive que disait M. Boubli, proche du rectum. Et à ce moment-là, on est très content d'avoir un outil qui peut aller dans tous les coins, et le robot pour ça, actuellement, le meilleur outil. Alors pour préciser, il y a 2 chirurgiens, un chirurgien. Comment ça se passe ce type d'opération? On a pu le voir sur les images, un chirurgien, un praticien qui est dans une machine et puis le robot, les bras du robot qui sont situés autour du patient qui est un petit peu plus loin dans la pièce. Tout à fait, il y a 2 aspects. Déjà ma présence ici en tant que chirurgien digestif sur endométriose pourrait vous surprendre. En fait, vous avez compris que c'est lié au fait que cette endométriose non seulement touche l'appareil génital, mais tous les viscères de l'abdomen, voire même parfois du thorax. Donc, la principale localisation étant digestive, nous avons mis au point avec M. Boubli une stratégie qui consistait, dès que les imageries préopératoires, les examens préopératoires nous faisaient craindre d'avoir un geste digestif, eh bien on opère ces patients à 2 chirurgiens. Donc il y a 2 chirurgiens humains et on a un 3e acteur aujourd'hui qui est le robot. C'est-à-dire qu'en fait, on se relaie avec M. Boubli sur la console du robot et le robot est branché, entre guillemets, sur la patiente, en l'occurrence pour l'endométriose. L'autre alternative, c'était donc le traitement hormonal. Jusqu'où on peut aller avec ce traitement-là avant de décider de passer à une opération? Alors ça va dépendre des symptômes, du bilan qu'on fait avant l'intervention. Le traitement hormonal n'a pas de vertu thérapeutique définitive. Au mieux, ça peut stabiliser, mais parfois au prix d'effets secondaires importants. Le traitement hormonal, ça peut être soit un traitement progestatif, soit l'instauration d'une ménopause artificielle, parce qu'il faut savoir quand même que le mode d'évolution naturel de l'endométriose, c'est la disparition au moment de la ménopause, au moment où il n'y aura plus de stimulation par les hormones. Mais on ne peut pas imaginer de laisser une femme jeune avec une ménopause artificielle extrêmement difficile à tolérer. Par contre, ça peut être suffisant sur des formes superficielles d'endométriose. Donc, la bonne règle est de faire un test thérapeutique. S'il y a une résolution des symptômes avec un traitement simple, on va le continuer. Lorsqu'il y a d'authentiques formes viscérales profondes, celles qui nous intéressent avec le professeur Berda, à savoir des atteintes du rectum, des atteintes de la vessie, la plupart du temps, ce traitement n'est pas efficace et à ce moment-là, il faut envisager cette étape chirurgicale.
Sylvie Ross, le professeur Boubli en parlait, le traitement hormonal peut avoir des conséquences. Dans votre cas, ça a été quoi? Ça change quoi? Ça donne des sautes d'humeur, des choses comme ça? Moi, ça a été en fait une association de pilules contraceptives, donc ça a limité vraiment, je n'ai pas vu les conséquences des hormones à forte dose. Avec quand même des conséquences dans la vie quotidienne ou pas du tout, du coup? Avec ce traitement, non, mais les douleurs. Les douleurs qui perduraient? Oui. Et professeur Boubli, est-ce que cette endométriose grave, comme on en a parlé, peut avoir des conséquences pour l'infertilité d'une femme? Et oui, puisque malheureusement, c'est souvent le paradoxe. D'une part, cette maladie génère une infertilité par divers mécanismes. Elle peut perturber la rencontre entre les spermatozoïdes et les ovules en établissant un certain nombre de barrières par les adhérences qu'elle va créer. Elle va créer un climat biochimique aussi défavorable à la fécondation. Et le paradoxe, c'est que probablement le meilleur traitement médical de l'endométriose, c'est la grossesse. Parce que la grossesse, c'est 9 mois du traitement hormonal à la fois le plus efficace et le mieux supporté. Donc si j'ai un conseil d'abord à toutes les femmes, et particulièrement à celles traitées pour endométriose, c'est que si elles ont un projet de grossesse, eh bien, c'est essayer d'embrayer le plus rapidement possible après le traitement chirurgical vers ce projet de grossesse. Une maladie invalidante, vous l'avez dit? Oui, oui. C'est quoi au quotidien? Des douleurs qu'il fallait gérer, qui m'épuisaient, je ne pouvais plus rien prévoir. Ne serait-ce que de me baisser, j'y arrivais pas. C'est-à-dire que j'y arrivais pas, c'est-à-dire que je ressentais de fortes douleurs. Donc je ne pouvais plus me baisser, plus porter de poids. Ça paraît d'autant plus incroyable quand on entend ce type de témoignage. Et même les médecins ont du mal à croire ça parce que la plupart du temps, ce sont des femmes jeunes, ce sont souvent des femmes actives qui sont souvent des femmes qui n'ont pas d'antécédents, informées, qui n'ont pas d'antécédents médicaux particuliers. Et le différentiel entre l'aspect de ces jeunes femmes qui sont entre guillemets en pleine santé et des douleurs qui paraissent délirantes et disons, chroniques et très invalidantes font que la plupart des médecins ont tendance, moins maintenant parce que je crois que l'information passe et c'est l'intérêt de ce type d'émission, mais ont tendance à mettre en doute un petit peu la réalité de ces douleurs. Justement, est-ce qu'il y a une corrélation entre le degré de la douleur ressentie et puis la sévérité de la maladie? Ça, c'est une bonne question. Je dirais plutôt oui, mais plus que ce que vous appelez la sévérité de la maladie, je dirais c'est la localisation des lésions. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, une petite lésion qui va être placée à un endroit malheureusement, entre guillemets, mal placé, oui. Ça va être très problématique. Alors qu'il y aura des lésions qui seront plus importantes, mais qui en fin de compte seront moins douloureuses. Donc c'est plus la localisation de la maladie qui va nous poser un souci, à la fois à la patiente pour ses douleurs, mais à nous pour la thérapeutique qui devient très complexe. Et c'est la raison pour laquelle on travaille en équipe avec M. Boubli et ses collaborateurs et trices. Votre conseil, professeur Boubli, c'est aller se faire diagnostiquer dès qu'on a une douleur qui paraît anormale? Exactement, parce que il y a plusieurs aspects symptomatiques, il y a surtout les douleurs pendant les règles, l'association des phénomènes hémorragiques, les douleurs importantes lors des rapports, tout un ensemble qui nécessite même de consulter à plusieurs reprises. Et je le répète, il n'y a pas de fatalité de la douleur, il n'y a aucune fatalité de la douleur. Ça ne veut pas dire que toutes les douleurs pelviennes sont en rapport avec une endométriose, mais ça veut dire que en prenant en charge ces patientes assez précocement, on peut faire un diagnostic assez rapide et éviter des interventions trop délabantes. Sylvie Ross, est-ce qu'on peut dire que l'opération a changé un peu votre vie, en tout cas oui. Celle après le diagnostic? Oui, oui. Je recommence à avoir une vie normale, j'ai de nouveau une vie normale, tout va bien et je respire. Et des cicatrices peu importantes finalement? Ah oui, peu importantes. Et c'est vraiment secondaire là. Oui, c'est l'avantage aussi, professeur Boubli, de la chirurgie robotique, c'est que les incisions sont de petite taille. Tout à fait. En fait, là, c'est l'avantage de l'endoscopie, puisque avant le robot, on les faisait par célioscopie traditionnelle. D'ailleurs, toutes les endométrioses ne nécessitent pas obligatoirement une chirurgie robotique, mais effectivement, dans ces endométrioses à forme viscérale profonde, majeure, on peut faire des interventions extrêmement lourdes avec des voies d'abord qui sont minimes, et c'est un réconfort quand même pour ces femmes qui ont souvent beaucoup souffert, au moins de ne pas avoir une rançon cicatricielle trop importante. Oui, des femmes du coup qui se sentent mieux dans leur féminité également. Absolument. C'est un élément important de la prise en charge. Effectivement, c'est assez paradoxal de voir des gens jeunes
donc même manifestement attachés à leur esthétique, et c'est normal et c'est logique. Ne serait-ce que si on peut diminuer cette agression esthétique, je crois que déjà c'est une part importante de la prise en charge thérapeutique. Et la célioscopie en était un élément important. Le robot nous apporte, outre cette épargne esthétique, qui est indiscutable, une certaine facilité d'accès. Et je voudrais vraiment insister là-dessus parce qu'on a déjà évoqué le problème de la robotique en général et on sait bien que la robotique c'est beaucoup de confort pour le chirurgien, ce qui est déjà bien pour les patients parce que si le chirurgien est à l'aise, le patient automatiquement aura moins de on est plus à l'aise, conséquences. Exactement, on est à l'aise pour opérer. Mais ce qu'on a constaté avec M. Boubli, mais c'est récent puisque la chirurgie robotisée d'endométriose est assez récente en général, hein, pas qu'à Marseille en général, et bien c'est que grâce au robot on arrive à arriver dans des endroits qui étaient difficiles d'accès avec la célioscopie. Donc vraiment, je crois que le robot nous a apporté un petit plus dans notre expérience toute initiale et toute jeune. Et est-ce que plus la maladie est diagnostiquée tôt, mieux elle est soignée? Ça c'est clair, c'est évident, c'est le cas de toutes les maladies. Et ça nous permet à la fois de réfléchir, de faire un bilan complet, de pouvoir poser l'indication médicale ou chirurgicale à notre convenance et de ne pas se faire imposer les choses par la maladie. Alors une endométriose, on l'a dit, une maladie peu connue encore, et dans votre cas, Sylvie Ross, encore moins connue. Endométriose rectale, ça a été difficile d'en parler à vos proches. Comment vous y êtes pris? C'était très difficile pour moi d'en parler parce que bon, endométriose, de l'expliquer, c'était pas un souci, mais quand on dit rectal, tout le monde comprend où ça se situe. Et j'ai eu une certaine pudeur par rapport à ça. J'avais du mal à en parler. Très peu de gens autour de moi savaient ce que je vivais et ce que j'avais. En outre, pardon, je coupe, mais en outre, c'est très juste de parler de ça parce que, outre le fait que, comme disait M. Boubli, les femmes, on les a éduquées en disant c'est normal d'avoir mal pendant ses règles. C'est un peu la double peine. Et bien en plus, on dit oui, mais les femmes, elles ont souvent des troubles digestifs, des troubles rectaux, donc c'est un peu normal. Donc en fin de compte, les deux symptômes sont minimisés. Beaucoup de femmes ont des troubles digestifs, des ballonnements, des douleurs, des difficultés pour aller à la selle. Beaucoup de femmes ont des douleurs pendant les règles. Bon, en plus, quand on a les deux, ben, on se sent encore plus coupable, entre guillemets, en tant que patient. Et on en parle encore moins, et ça paraît normal à tout le monde, y compris aux médecins. Oui, professeur Boubli, il y a encore du chemin à faire. Ben, il y a du chemin à faire essentiellement pour l'éducation, à la fois des femmes, des médecins, pour bien écouter les femmes, bien écouter le phénomène douloureux, réaliser un bilan avec un certain nombre d'examens qui sont indispensables et avoir une vraie écoute, les revoir, les réexaminer pour arriver à traiter cette maladie redoutable qui est d'apparition, enfin, dont on voit l'efflorescence actuellement, parce que ces formes majeures sont d'apparition très récente. Ça fait peut-être une quinzaine d'années seulement. Tout simplement peut-être parce que les femmes ne se faisaient pas diagnostiquer avant? Je ne suis pas certain. Je pense que comme dans d'autres maladies, il y a une participation de l'environnement, dans le climat hormonal, qui est probablement pas anodine pour cette maladie. C'est aussi votre constat, professeur Berdard? Absolument, vous avez raison de dire qu'au départ, on pourrait penser que c'est parce qu'on les diagnostique mieux qu'on en voit plus. En plus, nous, on est un centre où on en concentre un certain nombre. Donc, comme on a une certaine expertise, on reçoit pas mal de patients. Donc, on pourrait avoir l'impression que c'est cet effet centre, cet effet meilleur diagnostic. Mais il est probable dans la littérature médicale qu'on voit apparaître une augmentation de l'incidence de cette maladie qui n'est pas expliquée uniquement par ces progrès diagnostiques. Donc là encore des recherches à faire pour savoir qu'est-ce qui cause cette maladie. Bien sûr, et surtout trouver les modificateurs de l'environnement hormonal dont il faudrait que les femmes se méfient, comme dans d'autres pathologies de la femme. Sylvie Ross, il y a peut-être un message du coup à adresser aux femmes. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire, justement, ces femmes qui souffrent un petit peu en silence, qui n'en parlent pas parce que ça paraît normal d'avoir mal? Consulter, en parler et ne pas attendre. Et ben, s'il faut en venir à l'opération, le faire pour après revivre. Oui, cette patiente est un peu le bon exemple en fait, professeur Berdard. Je suis content que vous ayez choisi un bon exemple, tout à fait. Ceci dit, on a quand même des taux de réussite de l'intervention chirurgicale qui dépassent les 90%. Alors évidemment, quand on est dans les 10% pour qui ça n'a pas bien marché, malheureusement, on n'en est pas obligatoirement satisfaite. Mais le résultat de la prise en charge thérapeutique globale, je dirais, on ne va pas se focaliser uniquement sur la chirurgie, même si nous sommes chirurgiens aussi. Globalement, la prise en charge thérapeutique globale donne des résultats supérieurs à 90%, ce qui sont d'excellents résultats en général.
Est-ce que vous avez des exemples de patientes qui ont mis beaucoup de temps avant d'être traitées, soignées, peut-être opérées? Je vous le disais tout à l'heure, évidemment, parfois des années, 10 ans, voire même, je vous dis, des orientations dans des services qui n'étaient pas adaptés, tels des prises en charge psychiatriques, oui, énormément. Et c'est l'histoire générale de ces patientes. Et en plus, pour les patientes, c'est pas évident d'en parler, mais il y a toute la sphère digestive, sexuelle, génitale, personnelle qui est atteinte, et ça fait parfois des conséquences dans les couples et dans la vie sociale importantes. Oui, professeur Boubli, des conséquences dans la vie quotidienne de cette maladie? Ah, majeures, oui, majeures. Il y a des femmes qui ont été hospitalisées pendant leurs règles. On ne peut pas imaginer ça, hein. On est quand même au XXIe siècle. La problématique sexuelle existe aussi. Il y a des couples qui n'y ont pas résisté. Il y a cet accompagnement douloureux au quotidien. Et donc, pour beaucoup de femmes, c'est un vrai calvaire, quoi. C'est un calvaire au quotidien. Et heureusement, on a quand même des ressources à la fois médicales et chirurgicales, à condition, je le répète, de ne pas attendre trop longtemps pour être plutôt dans les 90% que dans les 10%. D'où l'importance donc de parler de cette maladie pour mieux la diagnostiquer. Merci à vous trois d'être venus sur le plateau de l'émission C'est la santé. Et merci à vous de nous avoir suivis.